Bonjour à tous. Voici une nouvelle vidéo de Talks to the Spy que je vous présente à l'occasion de la sortie de mon troisième livre, Mission Espion, aux éditions Marabout. Dans ce livre-jeu, vous devez utiliser votre intuition et vos méninges pour mener à bien 10 missions d'espionnage que j'ai voulu les plus variées et représentatives de la vraie vie d'espion. Une question ou un défi vous sont proposés, vous avez ensuite des indices en annexe et une solution pour chacune des missions. Dans cette vidéo, nous allons voir ensemble ces 10 missions types qui représentent en gros 90% des activités d'un service de renseignement. Vous êtes prêts? C'est parti. Tous les grands services de renseignement du monde sont confrontés à ce phénomène. L'un des leurs, malgré la sélection opérée et le fort sentiment de patriotisme qui anime en général ses agents, est recruté par l'ennemi. Il s'agit donc de débusquer la taupe au plus vite avant qu'elle ne fasse trop de dégâts. Le problème, c'est que la taupe est un officier de renseignement professionnel et donc bien formé. Il ou elle sait comment éviter les pièges et déjouer les contrôles internes. C'est donc une tâche ardue et l'histoire regorge de cas où les taupes survivent de longues années sans être identifiées et réussissent même les tests au détecteur de mensonges pour les services qui se servent du polygraphe pour contrôler leurs propres agents. Notez que ce n'est pas le cas de la France. Chez nous, le polygraphe, c'est pour tester les sources uniquement. Les États-Unis, par exemple, dans leur histoire, ont connu 3 histoires retentissantes de taupes travaillant pour les Russes, au plus haut niveau de leur organisation respective. Aldrich Ames et Edward Howard pour la CIA et Robert Hansen pour le FBI. Ce dernier est mort très récemment, le 5 juin dernier, en prison. Eh bien, sachez qu'il existe une thèse défendue par un ancien de la CIA, Robert Baer, qu'il existe un 4e homme, une 4e taupe de très haut niveau à la CIA, qui n'a jamais été détectée malgré les différentes enquêtes internes. Je vous l'ai dit, les taupes, c'est vraiment une véritable plaie. Alors que le SDEC, l'ancêtre de la DGSE, maniait cette arme avec un certain succès lors de la guerre d'Algérie, la désinformation ne fait pas partie des missions traditionnelles de la DGSE. Cette dernière se concentre bien plus volontiers sur la recherche de la vérité et le dévoilement des secrets d'État. Ce qui n'est pas le cas de la CIA qui, dans son histoire, y compris très récente, n'hésite pas à monter des opérations ambitieuses de manipulation de l'opinion. La CIA ne se refuse ainsi pas de prendre le contrôle des médias pour y introduire des informations vraies ou fausses qui vont dans le sens de la stratégie américaine. Une large partie des effectifs de la DGSE est consacrée à la lutte antiterroriste, mais il ne faut pas croire que cela représente la majorité du travail d'une agence de renseignement extérieur. Il y a bien d'autres types de missions. Mais disons que le contre-terrorisme est un domaine bien souvent central et qu'il fait l'objet d'une intense coopération entre services. Tout le monde est d'accord pour lutter contre les réseaux terreaux, alors qu'il n'y a évidemment aucune coopération en renseignement économique, même entre alliés très proches. En parallèle de ces missions CT, la DGSE est confrontée à 2 grands ensembles géostratégiques qui représentent potentiellement des menaces fortes pour notre pays. Sans grande surprise, il s'agit de la Russie et de la Chine. Et cela va être souvent un casse-tête pour trouver le bon équilibre afin d'attribuer suffisamment de ressources à ces thématiques fortes, sur lesquelles il est difficile d'obtenir des résultats à la hauteur des attentes, sans trop se dégarnir sur le front du contre-terrorisme. Voilà bien une mission omniprésente dans un service de renseignement et pourtant pas très glamour, n'est-ce pas? Mais je l'ai déjà dit dans une ancienne vidéo, l'arme la plus communément utilisée à la DGSE, ce n'est pas le pistolet automatique, c'est le clavier d'ordinateur. C'est d'ailleurs un peu ce que je reproche à la fameuse série du Bureau des légendes en termes de réalisme sur le métier d'espion. On n'y voit que très peu ce travail de l'ombre et l'importance que revêtent les notes de renseignement, patiemment rédigées et transmises aux plus hautes autorités de l'État. Mais je conçois qu'il soit difficilement concevable de bâtir toute une saison sur un officier de renseignement assis tranquillement devant son ordinateur de bureau. Ah là, c'est déjà plus vendeur, non? Recruter une source humaine de haut niveau avec un accès en or aux renseignements recherchés, c'est le Graal de tout service de renseignement.
Cela impose un certain savoir-faire. Comme il s'agit in fine d'une histoire entre deux individus, entre quatre yeux, où l'un des protagonistes doit convaincre l'autre de travailler pour lui clandestinement, parfois au péril de sa vie, il faut savoir se montrer convaincant, voire séducteur. Certains sont doués pour ça, d'autres beaucoup moins, et ne recruteront jamais personne. La clé, lorsque l'on est affecté à l'étranger pour traiter et recruter des sources, je vous parle d'expérience, c'est d'abord, à mon avis, de faire un grand ménage. Car lorsque l'on arrive sur place, on doit déjà traiter les sources du poste où l'on est affecté, et cela prend énormément de temps et d'énergie. Et il n'y a plus du coup suffisamment d'espace pour recruter d'autres sources. Il faut donc d'abord dégraisser, excusez-moi du terme, pour pouvoir ensuite recruter la perle rare. C'est ce que j'ai fait au début de ma carrière à la boîte. Et cela ne se fait pas du jour au lendemain. Vous n'apprendrez jamais votre légende, comme on le voit dans les films, en 5 minutes, en prenant connaissance d'une biographie glissée dans une enveloppe avec les faux papiers afférents. Mais non, une légende, c'est comme une double peau. On doit s'y sentir parfaitement à son aise pour être absolument crédible. Et cela prend du temps de se fabriquer des faux souvenirs, de se trouver une adresse de couverture et une activité professionnelle qui vous permettra de vous approcher de vos cibles, sans éveiller leurs soupçons. Disons que ça prend au moins 1 an, au bas mot. Chez les Russes, certains illégaux bâtissent leur légende sur des périodes encore plus longues, entre 5 et 7 ans, parfois plus, avant d'être pleinement opérationnels. Votre légende est enfin validée par votre hiérarchie et vous êtes prêt à entrer en action, caché derrière ce double de couverture. Mais c'est là que les vraies difficultés commencent. Il faut être crédible 24 heures sur 24, penser en double en permanence, en compartimentant son cerveau sans se mélanger les pinceaux ni commettre un quelconque lapsus. Et cette constante concentration est épuisante sur la durée. Prenons comme exemple une récente affaire d'illégal russe, Maria Adela. Ça, c'est son nom de légende. Elle est censée être une ressortissante péruvienne, joaillière de luxe, installée dans la ville de Naples. En réalité, elle s'appelle Olga Kolobova. C'est une illégale du GRU, les renseignements militaires russes. Elle a patiemment monté sa légende depuis 2005 et commence à donner des résultats de grande valeur au contact des officiers de l'OTAN près de 10 ans plus tard, sans commettre aucun faux pas jusqu'en 2018. Elle a fait un malheur au sein de l'état-major de l'Alliance Atlantique et elle est parvenue à s'échapper sans se faire prendre. Être infiltré sous légende sur une aussi longue période, cela force le respect. Bravo Olga, même si tu as travaillé contre nous. Ah, les opérations homo, tout un sujet. Notez bien que cela n'a rien à voir avec l'homosexualité. Homo, c'est pour homicide, à la différence des opérations Arma pour destruction de matériel et sabotage, les deux types d'opérations confiées à des services actions. En France, les assassinats conduits par la DGSE, officiellement, ça n'existe pas. D'ailleurs, personnellement, la mystérieuse unité Alpha qui serait chargée de ces opérations au sein du service action, je ne connais pas. J'ai bien rencontré au cours de mon passage à la direction des opérations un ancien qui disait avoir appartenu aux Alpha, mais je ne sais pas s'il me disait la vérité. Sur ce sujet, en France, ce sera toujours no comment. À la différence du Mossad qui, lui, assume ouvertement ce type de pratique pour éliminer les cibles qui menacent la sécurité de l'État d'Israël. C'est quoi un walk-in ? C'est un individu qui prend contact avec un service de renseignement de sa propre initiative pour transmettre du renseignement. Dans 98% des cas, il s'agit d'un illuminé qui cherche à se faire mousser et récupérer une récompense financière. Dans 1% des cas, il s'agit d'une opération d'intoxication montée par un service adverse. Et dans le dernier pourcent, le walk-in peut s'avérer un as, une source en or. Alors, lorsqu'un volontaire se présente aux portes de votre ambassade, l'évaluation de l'intéressé devient un objectif hautement prioritaire, afin de faire rapidement le tri entre le bon grain et l'ivraie. C'est de l'or ou bien c'est du toc. Il n'y a pas d'entre-deux. Au cours de ces dernières années, la gestion des crises d'otages, en coopération étroite avec les affaires étrangères, est devenue l'une des spécialités de la DGSE. Chaque Français pris en otage, partout dans le monde, donne lieu à la création d'une cellule de crise ad hoc, boulevard Mortier, et d'importants moyens humains et techniques sont consacrés à la résolution de l'affaire.
Lorsque l'otage est enfin libéré, il ou elle est systématiquement débriefé par le service. Cette phase est toujours précieuse pour un service de renseignement, car de nombreuses sources humaines ont transmis du renseignement sur l'otage au cours de ces mois passés en captivité. L'otage est en mesure alors de révéler ce qui s'est véritablement passé, en tout cas vu de ses yeux. Il devient possible d'identifier a posteriori la source qui bénéficiait des meilleurs accès et à l'inverse, de découvrir celle qui, au contraire, mentait et brodait du faux renseignement. Voilà, cette dernière mission clôt ma liste des 10 missions types fréquemment menées par les espions d'aujourd'hui. Je vous souhaite à tous un bel été, si le monde de brut dans lequel nous vivons nous laisse le loisir de passer des vacances apaisées. Sur les plages ou sur les sentiers de randonnée, je vous propose d'emporter avec vous mon dernier livre, Mission Espion. Vous constaterez, je l'espère, qu'il est toujours possible d'apprendre tout en s'amusant. Un tel livre joliment illustré et en couleur pour seulement 11 €, on aura tort de s'en priver.